Salut à tous, aujourd'hui pour une fois, je ne vais pas vous emmerder avec un téléphone horrible et tout ça, avec un truc qui va vous pourrir la vie au niveau de si vous psychotez là-dessus en vous disant oh mon pire cauchemar, un téléphone affreux, oh bon sang, oh il plante dès qu'on essaye de faire un appel, oh là là bon Dieu. Enfin non, cette fois-ci on n'aura pas droit à ça, on a au contraire droit à une putain de bonne affaire. D'ailleurs vous avez peut-être vu le nom de la marque ici, c'est Lenovo. C'est un téléphone qui est vendu seulement en Chine et qui a le seul et unique défaut de fonctionner avec seulement deux langues, le chinois et l'anglais par défaut, c'est les seules langues qu'il y a dans ce téléphone. Heureusement, il existe des firmware alternatifs qui contiennent toutes les langues, donc même le français, et donc le problème c'est que, vous voyez ce truc là, quand je l'ai acheté avec un firmware qui a été modifié pour qu'il y ait toutes les langues. Et le problème c'est qu'il avait des bugs. Alors en fin de compte c'est un téléphone qui est très très bon, mais il faut savoir bidouiller un petit peu parce que ou alors se satisfaire de l'anglais peut-être. Donc regardons un petit peu ce qu'il y a dans ce téléphone là. Alors là vous voyez pas très bien ce qu'il y a marqué parce que n'est-ce pas, mais c'est un Cortex A9, c'est ce qu'on arrive à voir là-dessus, à 1 GHz. Mais ce que vous voyez pas ici, c'est que c'est un dual core, donc c'est 2 fois 1 GHz, c'est un Cortex A9 double donc. C'est le A789, je crois qu'il porte un autre nom d'ailleurs. Je crois que c'est ID Phone ou un truc comme ça doit être marqué quelque part. Oui, c'est marqué là, on peut le voir ici, là. ID Phone ici de chez Lenovo, je pense pas que vous voyez très bien, c'est pas bien grave. Alors donc là on a une étiquette, on s'en fout un petit peu. C'est Lenovo, une marque que si vous ne connaissez pas fait aussi des ordinateurs dont les géniaux ThinkPad, qui était une marque, enfin une gamme d'ordinateurs portables qui appartenait autrefois à IBM et qui maintenant leur appartient, et ils ont pas baissé en qualité depuis qu'ils ont été rachetés, ça tombe bien. C'est vraiment une marque qui vaut son pesant de cacahuètes. Ah voilà où il était le truc écrit en plus gros. Donc voilà, il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Bon, comme vous voyez, il est vraiment fait seulement pour le marché chinois. Mais si on arrive à le trouver, et ce truc là coûte entre 120 et 150 euros environ, malheureusement sans le français dedans, pour faire le flash c'est pas particulièrement difficile, mais il faut quand même savoir lire quelques posts en anglais. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vous montre comment on flash ce truc là un de ces jours. Alors donc, voilà ce qui est fourni avec. Alors ce truc là, ça doit être un bon de garantie que je ne comprends pas, tout en chinois. Un machin où on comprend rien non plus. Une superbe notice avec des petits schémas et tout ça, avec des captures d'écran. On n'a pas pu en voir une parce qu'elle a zappé trop vite. Où est-ce qu'elle était ? Non, en fait, il n'y a pas de capture d'écran, il y a vraiment que des schémas. Mais voilà, bon, c'est tout en chinois, on comprend rien non plus. Un adaptateur micro SD vers USB, alors qu'il n'y avait pas de carte SD qui était fournie avec quand je l'ai acheté, donc bon, pourquoi pas. Et ah oui, c'est un téléphone qui a de la mémoire interne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de mettre une carte SD pour pouvoir mettre des trucs dedans. Il y a 1 Go pour l'installation des programmes, ça c'est classique pour les téléphones Android. Il y a de la place dans la mémoire interne pour installer des programmes. Mais il y a aussi 1 Go qui fait office de carte SD si vous en mettez pas. Donc 1 Go pour mettre de la musique et tout ça. Bon. Et ensuite on peut mettre une carte SD jusqu'à 32 Go pour ajouter de la mémoire. Voilà, ce petit adaptateur SD. Un adaptateur secteur, alors un adaptateur secteur qui n'est pas l'adaptateur secteur pourri habituel, qui est plutôt lourd, donc ça c'est une bonne chose, avec son adaptateur pour nos prises à nous, qui doit être encore une fois un adaptateur hyper dangereux qui se démonte tout seul, mais bon ça je ne peux le savoir qu'après l'avoir utilisé, et je ne l'ai jamais utilisé. Voilà un câble USB qui m'a l'air d'être en parfaite condition, qui est d'un diamètre convenable, donc voilà, ça c'est une bonne chose. Et un kit main libre qui m'a l'air assez générique, pas aussi cheap que ce que l'on peut trouver de temps en temps. Et voici le téléphone. Alors voyons voir ce qu'il y a d'autre. Ah oui, le vendeur qui nous dit s'il vous plaît mettez-nous une bonne note, ce que je trouve toujours assez sympa. On pourrait plutôt laisser les gens avoir un peu de spontanéité des fois, ça serait pas mal ce truc là, donc je ne sais absolument aucunement l'utilité. Et le téléphone, alors vous voyez que c'est un joli téléphone avec un écran 4 pouces, une caméra frontale de 0,3 mégapixels, bon ça c'est très classique, très mauvais d'ailleurs, mais bon ça c'est qualité webcam quoi, donc on peut s'amuser à comment dire,
bah on peut s'amuser tout simplement sur Skype ou ce genre de truc, ça c'est largement suffisant pour ce genre de truc. Et là vous avez une caméra 5 mégapixels, et pas une 5 mégapixels de merde, une 5 mégapixels avec autofocus, c'est-à-dire qu'en gros, on peut, et je vais vous montrer ça plus tard, quand on prend un fichier un truc que l'on met dessous, on peut être très très près du truc et avoir une image tout à fait nette, ce qui est une très bonne chose. Alors je vais pas vous montrer comment on met la batterie, comme d'habitude, ça sert à rien, étant donné que c'est l'habituel système d'où on passe l'ongle tout autour et on enlève l'écran. Enfin voilà, c'est tout simple, et c'est un port dual SIM convenable et habituel. Donc voilà un logo que je ne comprends pas très bien ce qu'il y a marqué au début. Voilà Lenovo, un petit quelque chose qui se produit au démarrage. Voilà, ça démarre. Ah oui, 512 MO de mémoire vive, donc pour une fois vous pouvez installer tous les programmes sans qu'ils crachent parce qu'il n'y a pas assez de mémoire vive pour eux ou ce genre de truc. Là, vous aurez jamais aucun problème avec ça. Alors premier démarrage, il vous demande la langue et tout ça, carte SIM introuvable, ignorée, réseau Wi-Fi. Alors attendez, alors c'est Android 4. 4.0.4 pour être précis, c'est-à-dire la dernière version d'Android 4.0 avec tous les correctifs de bugs. Toutes les fonctions sont présentes, y compris celle de partage de connexion quand on le branche en USB sur un ordinateur sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8. On peut partager sa connexion 3G avec l'ordinateur. On peut aussi faire ce partage en Wi-Fi sans aucun problème. Enfin voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Les applications installées par défaut, sachant que le système qui est dedans n'est pas le système d'origine, sont toutes les applications les applications Android d'origine, quoi, hein, pas aucune fioriture, à part ES Explorer qui a été ajouté pour vous faire un navigateur de fichiers supplémentaire, ou tout simplement un navigateur de fichiers tout court d'ailleurs. Ensuite, le root est déjà installé quand vous utilisez une ROM alternative, mais la ROM d'origine, bien entendu, ne vient pas router directement, sauf si vous trouvez un vendeur qui vous le vend sans la ROM d'origine. Alors un truc qu'il faut que je vous montre, donc, c'est l'appareil photo. Un des gros problèmes de l'appareil photo, c'est que à l'origine, les photos étaient toutes vertes. Donc voici une photo que vous pouvez voir avec ce problème. Et comme vous voyez, c'est quand même assez catastrophique. Mais une fois que moi j'ai installé moi-même la dernière version du firmware alternatif, eh bien il n'y avait pas ce problème-là. C'est un bug du firmware alternatif. Alors là, je sais pas si vous le voyez, mais là, le texte sur l'écran est tout à fait net. Alors que je suis très très près de cette feuille de papier. Donc comme vous le voyez, autofocus totalement fonctionnel et très rapide. Marche aussi en vidéo d'ailleurs l'autofocus, hein, c'est pas une exclusivité pour les photos. Alors vous pouvez choisir à quel endroit l'appareil photo fait sa mise au point, hein, comme d'habitude, hein, en choisissant un endroit avec ce carré, hein, ça c'est une fonction habituelle d'Android, et donc vous avez toutes les fonctions d'Android habituelles, hein, il n'y a aucune limitation, il y a même le Google Play Store complet. Alors ça ne se voit peut-être pas en vidéo, mais l'écran est extrêmement clair, extrêmement bon au niveau des contrastes. D'ailleurs peut-être que ça se verra mieux si je fais une petite modification au niveau de la luminosité, parce que j'ai remarqué que s'il y avait trop de luminosité, ça pouvait poser problème. Ah oui, alors il y a la fonction luminosité automatique qui s'adapte donc à l'éclairage ambiant, ce qui est toujours une très très bonne fonction. Vous voyez qu'il y a ces fameux trucs là qui permet d'avoir des raccourcis aux différents paramètres du téléphone. Ce truc là ici permet, vous voyez ce petit logo paramètres à côté de la date, permet en gros d'accéder à la liste des paramètres complets. C'est vraiment Android 4, hein. Là par contre il n'y a aucun moyen de pouvoir se tromper. Surtout qu'avec un dual core et 512 MO de mémoire vive, ça serait bête de se priver d'Android 4 et le constructeur l'a bien compris. Donc le Play Store. Donc comme d'habitude, il faut ajouter un compte pour pouvoir se connecter au Play Store. Donc je vais ajouter le compte, mais d'abord je vais vous parler du clavier. Alors l'écran est extrêmement précis, vu que c'est du 4 pouces en plus, on peut pianoter sans aucun problème. Et il me semble que c'est le clavier par défaut d'Android 4, même si je suis pas tellement certain qu'il n'y ait pas quelques modifications qui aient été faites dedans. En tout cas, il faut que je le configure pour qu'il soit en français, donc comme d'habitude, hop. Alors, il est mis en français par défaut par rapport à ce que vous avez mis au démarrage, au premier démarrage, et au premier démarrage, il se base sur votre carte SIM pour savoir dans quel pays vous vous trouvez, et donc vous proposez directement la bonne langue, donc ça c'est excellent, c'est une fonction d'Android 4. Correction orthographique, on va la décocher. Clavier Android, voilà, il est marqué comme étant en anglais, donc
langue de saisie, et là je mets utiliser la langue du système, voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'étais en train de chercher? Oui, revenir sur le Google Play Store, où est-ce qu'il est, et installer quelques petits utilitaires, notamment pour vous montrer le multitouch, car il s'agit d'un multitouch 5 points, extrêmement précis en plus. Vraiment, c'est un téléphone qui, à ce prix-là, il a tout d'un téléphone haut de gamme, quoi. D'ailleurs, c'est une habitude pour cette marque, hein, de proposer des prix très convenables pour des trucs qui rivalisent avec du haut de gamme, quoi. C'est assez incroyable. Alors, connexion en cours à mon compte Google, et normalement, on devrait pouvoir... qu'est-ce que c'est que ce truc? On s'en fout de ça. Ah, il faut cliquer sur la coche. Donc, oui, bah, pourquoi pas. Donc, je clique ici, et je voulais chercher... oh non, je veux pas le chercher. Tiens, bah, oh si, on va essayer. Multitouch. Vous voyez, recherche... oh, reçu un truc. Ah, vous voyez la recherche vocale qui fonctionne parfaitement bien. Et qui fonctionne d'ailleurs à ce que j'ai vu, même quand elle est paramétrée en français, qui arrive à rechercher des mots anglais. Donc absolument aucun problème. Et donc, pouf, 2 points. Ça c'est un habituel pour les téléphones chinois qu'on a pu tester avant. 4 points, ça c'est déjà un peu moins habituel. Et le pouce, comme vous pouvez voir entre mes doigts, cette petite couleur verte, c'est le 5e. On peut même voir 5 qui apparaît ici. Et donc, vous voyez, hein, absolument aucun problème. Les deux trucs ne se contrarient pas eux-mêmes, comme vous le voyez, hein, quand ils sont alignés sur la même ligne, même quand il y en a 4, hein, ou même 5 d'ailleurs. On peut même d'ailleurs s'amuser à faire des trucs, vous voyez, comme quand on utilise une vraie manette sur une Super Nintendo, par exemple, quand on utilise un émulateur, on peut pas appuyer sur A et B à la fois. Et ben là, comme vous voyez, ça affiche un deuxième truc en dessous. Et donc, à mon avis, il doit être théoriquement possible d'appuyer sur A et B en même temps pour pouvoir courir. Vous voyez, en faisant comme ça, on peut pouvoir courir tout en sautant comme ça, avec Mario par exemple dans un jeu ou ce genre de truc. Enfin bon, en gros, ça peut faciliter le fonctionnement des émulateurs, et ça, vraiment pas qu'un peu du tout. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. C'est pas grave. Alors donc continuons, comme si on n'avait rien vu. Alors donc Google Voice et tout ça. Enfin bon bref, la recherche vocale fonctionne à la perfection, sans aucun lag, comme vous l'avez vu, ça a fonctionné d'un coup. Je vais pas lui faire l'affront de chercher un truc comme Antutu Benchmark. Si là il me trouve ça, non. Benchmark. Si, ça marche quand même. Donc vous voyez, j'ai même pas eu besoin d'utiliser le clavier. C'est absolument excellent. Ça, c'est toute la puissance d'Android 4. Franchement, Android 4 est vraiment excellent, et puis ce téléphone-là a pas un P de lag, hein, sauf quand dans certains très rares cas, comme vous l'avez vu quand il affichait le tutoriel au premier démarrage d'Android 4. Pour information, j'ai jamais vu un seul téléphone qui ne laguait pas à ce moment-là, donc bon, ça c'est habituel. Alors les performances sont très bonnes, on pourrait faire un test, un benchmark pour voir ce que ça donne. Alors hop, c'est parti pour un petit benchmark. On va le laisser un petit moment. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir la qualité de l'image de l'appareil photo 5 mégapixels. Comme vous voyez, c'est excellent. Bien entendu, ne prenez pas compte le fait que je vous avais dit que c'était ouvert. Ça, c'était avec un bug d'un firmware alternatif. Alors comme vous le voyez, il s'agit indéniablement d'une des meilleures caméras qu'on ait pu avoir sur un téléphone que j'ai pu tester jusque-là. Alors oui, comme vous avez vu sur les photos, ça peut risquer d'être un tout petit peu flou, étant donné que là où je filme, il y a exprès peu de luminosité, ainsi que le fait que je mets la qualité maximum, et donc du coup, quand on bouge un tout petit peu, c'est flou quand on est en faible luminosité. Par contre, comme vous le voyez, absolument aucun parasite, même en faible luminosité, ce qui fait que c'est absolument excellent. Comme un bon appareil photo, en gros, il ouvre l'obturateur plus longtemps. Et en vidéo, vous voyez aussi que c'est très très convenable, hein. C'est peut-être même le premier, voire peut-être le dernier avant un bon moment, téléphone portable que j'ai où les vidéos sont parfaitement regardables, et même plus que ça, hein.
Et voilà, le benchmark est terminé, comme vous pouvez le voir, et on peut voir qu'il obtient un score de 5800, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont révisé l'échelle. Alors comme vous voyez, il a été noté 2 étoiles sur 5, ce qui pour un téléphone qui est au prix d'un bas de gamme, eh bien, est plutôt pas mal, étant donné qu'en gros, ça le met, vous allez voir ça dans les comparaisons, je sais pas trop où ça se trouve, et vous voyez qu'il est... plus puissant que le Kindle Fire, parce que si vous regardez bien le détail ici, hop, j'essaye d'avoir moins de reflets, voilà, comme si vous regardez bien le détail ici sur My Device, ici, là, eh bien vous voyez que au niveau du processeur, la partie bleu clair, bleu plus foncé et bleu encore plus clair, je sais pas trop ce que c'est que cette couleur bizarre, enfin en tout cas voilà, toute cette partie dans les bleus gris ici là, eh bien dépasse largement celle de l'Amazon Kindle Fire, et presque au niveau, bon pas exactement, mais presque au niveau du Galaxy Note. Et ça c'est le plus important pour la fluidité d'un téléphone, c'est cette partie-là. La partie jaune et orange, là toute petite au bout, là, c'est la carte SD pour information. Donc ça varie si on utilise la mémoire interne du téléphone, ou une bonne carte SD ou une mauvaise carte SD, donc ça c'est pas très utile. Et si vous voyez des machines qui ont, vous voyez, une très grosse barre jaune à cet endroit-là, ça triche un petit peu, même si, comme vous voyez, ils l'ont extrêmement minoré dans la note finale, ce truc là. Alors la partie qui est en vert foncé, c'est les performances 3D. Vous voyez que les performances 3D sont tout à fait convenables, elles sont un petit peu en dessous de celles du Kindle Fire, bien en dessous de tous les autres comme vous le voyez. Et les performances 2D, c'est-à-dire le vert clair, est à peu près dans les standards milieu de gamme. Et vous voyez qu'en dessous, le premier Galaxy S est complètement explosé, mais alors juste dans toutes les catégories, surtout dans le processeur, où vous voyez vous voyez la partie bleu turquoise, machin, ici là, le bleu gris à cet endroit-là, là. Eh bien là, il est carrément invisible sur le Galaxy S. Et c'est en gros les capacités en virgule, c'est-à-dire les capacités de calcul des nombres à virgule du processeur, qui est extrêmement mauvaise sur les vieux téléphones Android, car en gros il devait faire ça d'une façon totalement non optimisée, enfin c'était une vraie catastrophe. Et c'était le processeur qui devait plus ou moins émuler la fonction nombre à virgule, donc c'était catastrophique. Et comme vous le voyez, les nouveaux téléphones comme le S4 qui est tout en haut là a des capacités dans les nombres à virgule qui est juste impressionnante. Et le fait d'avoir une bonne capacité dans les nombres à virgule, comme on l'a sur ce téléphone-là, eh bien permet de faire en sorte que le décodage vidéo, notamment, est beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant, etc. Bon, imaginez à quel point le Galaxy S4 doit être génial à côté, comme vous le voyez, avec ses capacités de nombre à virgule, ainsi que le reste du processeur qui sont juste incroyables. Mais bon, c'est pas la même gamme de prix, hein. Là-haut, nous avons du 600 €. Là en bas nous avons à peu près 140 €, et franchement à ce prix là c'est particulièrement bon, mais alors juste au poil quoi. Moi franchement je vois pas pourquoi j'achèterais mieux que ça. J'ai jamais vraiment eu besoin de mieux que ça, même pour faire fonctionner des jeux et tout ça, hein. Il fait fonctionner tout ce dont j'ai besoin, donc pourquoi pas le garder, hein. Franchement. Et donc voilà, même si vous voyez que le Galaxy S4 de son côté est beaucoup plus puissant. Après je ne sais pas vraiment à quoi sert cette puissance, à part juste pour je sais pas quoi, faire la petite guéguerre entre qui a la plus grosse ou ce genre de truc, mais bon bref. Voilà. Donc j'ai vraiment rien du tout à vous montrer de spécial, à pointer du doigt en vous disant ah vous voyez il y a ce problème là. Alors donc voilà, je vais vous ajouter un petit quelque chose à la fin pour vous expliquer les autonomies que l'on peut avoir avec ce truc là. C'est peut-être le seul petit point faible que l'on peut avoir là-dessus, même si on peut trouver très facilement des batteries haute capacité pour ce téléphone là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, il y a un GPS dedans. Il est peut-être un tout petit peu moins précis que les autres GPS que j'ai pu voir dans d'autres téléphones Android, mais il fait totalement son boulot, hein. J'ai jamais eu de problème avec, au contraire il m'a bien dépanné d'ailleurs. L'écran est très précis, l'écran est de très bonne qualité au niveau de l'image, au niveau du contraste, au niveau de la luminosité.
Aussi c'est une taille, comme je disais, 4 pouces, plutôt dans la longueur, donc ça j'adore ces écrans là, je trouve que c'est la meilleure taille, ça tient bien dans la main, ça prend pas trop de place dans les poches non plus, c'est plutôt bien, c'est plutôt un bon équilibre entre un grand écran et un écran gigantesque. C'est vraiment pas mal, et voilà, hein, toutes les fonctionnalités d'Android 4. Android 4.1 ou 4.2 n'a pas vraiment d'intérêt supplémentaire de toute façon, donc voilà, Android 4 pour seulement 150 €, une très bonne affaire à mon avis. Bon, c'est pas tout ça, mais je retrouve plus du tout le papier où j'ai foutu les autonomies de ce téléphone, donc je vais vous faire ça de tête. Alors, on est plus ou moins dans les 4-5 heures de batterie quand c'est en lecture vidéo. Sinon en appel, c'est encore une fois entre 4 et 5 heures. C'est bizarre à quel point la vidéo et les appels, ça correspond toujours, j'ai l'impression, à chaque fois que je fais ce genre de test d'autonomie. En musique, donc là par contre, bizarrement, c'est plus bas qu'habituellement. Il me semble que c'était dans les 14 heures, alors que par rapport au temps qu'on avait en vidéo, ça annonçait plus que ça. Donc ça doit pas être super bien optimisé pour se mettre en semi-veille ou je ne sais pas quoi quand ça lit seulement de l'audio, donc je sais pas trop pourquoi. Mais l'autonomie est un peu moins bonne. Et donc ensuite, en veille, il me semble que c'est ce qui reste. Là, je sais plus exactement, mais il me semble que c'était dans les 80 heures, comme beaucoup de ces téléphones de ce genre. Donc rien d'exceptionnel dans les autonomies, mais c'est disons dans la droite lignée de tout ce qu'on avait déjà vu dans les téléphones Android. Dans les téléphones Android chinois, donc voilà, hein, c'est tout à fait convenable, et encore c'est avec une batterie classique, parce que comme je le disais, on peut très facilement trouver des téléphones, enfin le même téléphone avec une batterie haute capacité, c'est-à-dire une batterie qui contient plus de mAh. Si vous savez pas ce que ça veut dire, les mAh qui a marqué sur une batterie, genre 2300 mAh, si vous achetez une batterie pour le même téléphone, mais où il y a marqué dessus par exemple 3000 mAh, et ben vous avez une batterie qui vous donnera beaucoup plus d'autonomie. Vous voyez, c'est tout simplement une sorte de mesure d'autonomie, le nombre de mAh, c'est tout aussi bête que ça. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus. C'était en effet une vidéo pas particulièrement rigolote, étant donné qu'il n'y a rien de drôle sur ce téléphone, c'est juste impressionnant, c'est juste voilà, c'est tout simplement par rapport au prix. D'ailleurs, je m'attendais pas à quelque chose de mauvais avec cette marque-là, mais quand même, je m'attendais pas dans une gamme de prix aussi basse d'avoir un téléphone aussi bon. Et d'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que n'essayez pas de trouver de téléphone dual-core chinois qui coûterait moins cher que celui-là, parce que, pour information, celui-là, c'est ce qui se fait à la fois de mieux, sauf par rapport à la taille de l'écran, hein. Vous pouvez trouver chez Lenovo aussi d'autres téléphones dual-core avec des 4,5 pouces, c'est un peu plus grand. 5 pouces je pense pas qu'ils font, mais en tout cas si vous cherchez du 4 pouces, Lenovo fait pour information les téléphones les moins chers dans les dual-core chinois, en tout cas à quelques euros près, ce qui veut dire que tout simplement ils font à la fois les moins chers et les meilleurs, donc il y a vraiment pas à tortiller du cul, hein. C'est ce truc qu'il faut prendre si vous cherchez un téléphone dual-core, c'est-à-dire un téléphone vachement puissant qui peut vous faire fonctionner tout ce qu'il y a d'actuel sous Android. Achetez celui-là tout simplement. Ils font aussi des quad-core, mais c'est pas particulièrement plus puissant, donc n'allez pas chercher forcément le quad-core, c'est-à-dire des processeurs avec un MTK 6589, prenez plutôt le 6577, qui est certes un dual-core, mais c'est deux cœurs beaucoup plus puissants, donc ils sont assez équivalents l'un comme l'autre, donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Le 6589 a un seul avantage réel sur le 6577, qui est le processeur de ce téléphone-là, c'est d'avoir une compatibilité avec les réseaux H+, qui sont en gros des réseaux qui sont pratiquement aussi rapides que la 4G, mais bon, c'est très discutable étant donné la qualité des réseaux français qui développent le H+, franchement, vous aurez pas forcément de meilleurs résultats qu'avec des réseaux 3G+ habituels, donc bon, c'est pas forcément la peine de forcément vous précipiter vers ça. Attendez plutôt que MTK sorte un processeur qui fasse la 4G, là vous aurez peut-être plus de chances d'avoir un
pic en gros vous aurez un meilleur débit sûrement en attendant plutôt la 4G plutôt qu'en attendant plutôt qu'en tirant plus sur les réseaux déjà vétustes 3G+, qui à mon avis sont déjà au bout du rouleau, donc passer à une nouvelle norme ne leur permettra pas forcément de vous donner de meilleurs débits. Donc voilà, donc je pense que j'ai rien de spécial à ajouter là-dessus, un bon téléphone. Et je pense qu'il faut que j'arrête de me répéter là-dessus, donc je pense que je vais arrêter là. Et de vous dire que si vous cherchez un bon téléphone chinois, et que vous cherchez un truc avec une bonne marque et tout ça, qui est satisfaisant, voire plus que ça, sur tous les points, et qui en plus de ça a toutes les capacités qu'a un bon smartphone, c'est-à-dire même le GPS, et bien ce téléphone-là, c'est ce qu'il vous faut, sauf que si vous cherchez un truc encore plus solide que celui-là, parce que le même téléphone, c'est-à-dire celui-là c'est le A789, et bien vous avez le A660, c'est le même téléphone, sauf qu'il est waterproof, c'est-à-dire il est étanche, il est invulnérable aux petites rayures qu'il pourrait y avoir sur l'écran, c'est-à-dire que l'écran en gros n'a pas forcément besoin d'un protège-écran pour être mieux protégé, même si à mon avis le protège-écran c'est toujours mieux d'en avoir un quand même. Et qu'est-ce qu'il a d'autre aussi? Ah oui, il est aussi invulnérable aux infiltrations de poussière, parce que beaucoup de téléphones chinois, vous savez, ont un gros défaut, c'est que des poussières s'infiltrent entre l'écran et la partie tactile de l'écran, c'est-à-dire entre la vitre et ce qui sépare la vitre et l'écran, vous voyez, il y a un petit vide, et bien il y a de la poussière qui se glisse dedans, et ça c'est complètement ridicule. Et bien les téléphones Lenovo sont bien foutus et ne font qu'il n'y a pas de poussière en gros qui passe à travers, et le A660 en gros a ajouté ce truc là directement dans leur comment peut-on dire ça, enfin directement comme argument marketing, même si celui-là on peut déjà dire qu'il n'a pas ce problème-là, ou alors peut-être qu'ils veulent dire qu'il y a d'autres endroits aussi où la poussière s'infiltre pas, je ne sais pas. Enfin en tout cas voici un très très bon téléphone, un téléphone juste magnifique, avec même carrément un bouton caméra dédié. Petite attention aux détails comme ça. D'ailleurs on voit qu'ils n'ont pas utilisé un bouton volume générique, ils ont utilisé un bouton qu'ils ont tout simplement gravé eux-mêmes, hein, qui est dans le prolongement du design. Donc ça montre bien qu'ils ont créé leur téléphone eux-mêmes, ils ont bien designé le truc eux-mêmes, ils n'ont pas pris des pièces génériques et ils ont assemblé ça rapidement pour faire un truc bancal à la fin. Non, c'est vraiment un téléphone qui est juste de qualité, hein, quoi. Vous pouvez voir tous les ports là ici, le truc métallisé autour a été bien foutu, hein, c'est pas un truc qui est comment dire peint à la va-vite, qui s'écaille ou ce genre de truc. Non, c'est vraiment bien foutu. L'attention aux détails, on croirait vraiment un truc un truc qui coûterait beaucoup plus cher que ça, quoi. Allez, salut à tous et à la prochaine.